Bonjour, bonjour à tous. On va patienter un petit peu que le temps que tous les participants arrivent dans la salle. On revient vers vous tout de suite. Donc, je vais vous proposer de commencer. Apparemment, voilà, le nombre d'entrées a l'air de se stabiliser. Donc, je vous propose qu'on commence. Donc, bonjour à tous. Je suis Delphine Métet. Je suis chargée d'animation commerciale au sein du pôle expertise RH et sociale de Baker Tilly Strego. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire sur la thématique RH et notamment sur le diagnostic RH. Pour ce faire, aujourd'hui, nous accueillons Elisa Brun, consultante RH, et Philippe Cabon, directeur du pôle expertise RH et sociale de Baker Tilly Strego. Bonjour. Bonjour. Elisa et Philippe vous présenteront le diagnostic RH et son intérêt notamment à le mettre en place dans l'entreprise, en quoi il vous permettra notamment d'optimiser vos pratiques RH et vous découvrirez également le processus du diagnostic dans sa globalité. Voilà, pour ma part, moi je vous retrouve à la fin de la séance pour le chat et vos questions, donc n'hésitez pas à utiliser le chat à votre disposition. Bonne séance, je vous laisse entre les mains de nos deux experts. Merci Delphine. Donc on va passer au slide suivant. Voilà, donc on va vous présenter une démarche dont j'ai toujours rêvé d'avoir quand j'étais chef d'entreprise. Aujourd'hui, particulièrement dans ce contexte de pandémie, en tant que chef d'entreprise ou DRH, vous êtes toujours dans le doute de couvrir vos risques et de savoir si effectivement vous êtes à jour de vos obligations. Et donc, en se projetant dans ce contexte un peu tendu, où parfois les collaborateurs peuvent vous faire des reproches, c'est important de savoir si vous êtes effectivement un employeur mieux-disant. Et on a tendance à sous-évaluer ses points forts. Et j'ai envie de dire, vos collaborateurs aussi mettent en évidence parfois vos points faibles. Donc c'est l'occasion pour vous de bénéficier d'un regard extérieur pour évaluer sans que cela soit un contrôle sanction et surtout de pouvoir par la suite mettre en œuvre des actions correctives. Alors pourquoi diagnostic RH au sein de son entreprise? Le titre contrôle technique RH, on l'a utilisé parce que effectivement, ce diagnostic, il va vous permettre d'avoir une cotation dans différents items. Cette cotation, elle va être objective, comme un contrôle technique. C'est fait ou c'est pas fait. Et donc, à la manière d'un check-up, des consultantes comme Elisa vont vous interviewer différentes fonctions de l'entreprise, et un peu comme elles pourraient sculpter des organes de voiture pour rester dans l'image du contrôle technique. Et pour vous donner cette image la plus fidèle de vos pratiques RH à un instant T, particulièrement, j'insiste sur le fait à un instant T, dans un contexte aussi incertain qu'en ce moment. Donc l'actualité, elle est dense. Donc nous, quand on va faire ce diagnostic, c'est à un moment, j'ai presque envie de dire en ce moment, 15 jours après, il se peut qu'il soit nécessaire de revenir sur ce diagnostic. Voilà. Donc ce diagnostic, potentiellement, il peut être mis en œuvre régulièrement. Et je pense que le mieux, c'est de vous illustrer à quel moment de la vie de l'entreprise on peut effectivement effectuer ce diagnostic.
Alors, vous avez différents petits icônes. Le premier, c'est effectivement dans un contexte d'acquisition, de transmission, dans ce qu'on appelle en termes anglo-saxons les due diligence, l'évaluation de l'entreprise, il est souvent réalisé un audit de paye, pas forcément un diagnostic RH. Or, la valeur du capital humain, c'est une composante essentielle dans la valorisation d'une entreprise. C'est la même chose pour une ouverture de capital à des investisseurs. Présenter un diagnostic transparent de vos pratiques RH peut être un atout fort, un signe de confiance quant à la vision managériale que vous allez mettre en œuvre. Dans le cadre d'une croissance rapide, je pense notamment à des startups qui vont dépasser les seuils d'effectifs très très rapidement, vont devoir créer une équipe RH from scratch et donc la structurer. Face à ce fort développement, le diagnostic RH va pouvoir être pertinent. Et puis Elisa, sur la dimension sociale, tu vas nous en parler. Oui, tout à fait, notamment sur le dialogue social, puisque pour la suite relative à la croissance rapide, lorsqu'on a une croissance rapide, on a également des effectifs qui croient significativement et on se retrouve à devoir mettre en place le comité social et économique, donc le CSE, et il se peut qu'à ce moment-là, le chef d'entreprise doive faire face à un dialogue social tendu. Dans ce cadre-là, le diagnostic RH, il va pouvoir être intéressant afin de montrer aux membres du CSE que l'entreprise répond à ses obligations et qu'elle a une gestion RH plutôt solide. On retrouve aussi l'importance du diagnostic dans un contexte de management de transition où il prend tout son sens. Donc, dans le cadre de mouvements au sein de l'équipe RH, puisqu'il va permettre de définir ou de redéfinir le rôle de chacun. On va pouvoir s'assurer que toutes les compétences RH attendues sont bien au sein de l'équipe RH. Ça nous permet de faire face à une personne absente ou à un départ. En sachant exactement ce qu'elle fait, son remplacement va être facilité. Ça peut être nécessaire avant le recrutement d'un collaborateur RH, en définissant préalablement sa feuille de route aussi. Bien entendu, le diagnostic RH va nous permettre de mesurer les risques afin d'anticiper un contrôle URSSAF ou un contrôle de l'inspection du travail, de la directe. En cas de contrôle effectif, le diagnostic va nous permettre de faire valoir notre volonté de bien faire et d'atténuer d'éventuelles sanctions. Les organismes sont sensibles à ce type de démarche et voire même, on va pouvoir avoir des clés pour contester une sanction. Voilà, et puis moi je pensais également sur la partie franchiseur ou entreprise multisite, afin de valider un standard des pratiques RH sur ces différents sites, à l'image de l'enseigne. Si vous portez des valeurs humaines, c'est toujours intéressant de pouvoir la garantir à minima sur ces différents sites. C'est ça. Et globalement, dans le diagnostic, il va permettre de renforcer sa stratégie, de renforcer sa gestion des ressources humaines en identifiant les pratiques inadéquates et en mettant en œuvre des process qui vont nous permettre de gagner en stabilité, notamment dans une période de crise, quelle qu'elle soit. Et concrètement, le diagnostic va mettre en évidence des axes d'amélioration. Par exemple, dans l'intégration d'un collaborateur, dans l'établissement des formalités d'embauche, voire d'organiser le suivi des visites médicales. On sait que lorsque certaines pratiques sont inadéquates en temps normal, forcément en temps de crise, ça ne va pas s'arranger. Et d'ailleurs, le diagnostic, il s'intègre assez facilement dans la mise en place d'un plan de continuité d'activité dont on parle beaucoup en ce moment. On constate bien donc il n'y a pas de meilleur moment. Tous les prétextes sont plutôt bons pour faire un diagnostic tant que l'entreprise a la volonté de mieux faire. Maintenant, on va s'intéresser à qui est concerné par ce diagnostic. Donc, je pense qu'en premier lieu, le diagnostic va être intéressant pour le chef d'entreprise parce que c'est lui qui porte la responsabilité juridique et financière de l'entreprise et c'est aussi lui qui supportera le risque pénal le cas échéant. Donc, il sera quand même plus serein à l'issue du diagnostic et il pourra mesurer précisément les risques qu'il encourt lui-même.
Le responsable RH peut aussi être à l'initiative du diagnostic, notamment dans sa fonction de reporting auprès du dirigeant. Il va pouvoir sensibiliser le dirigeant sur les risques qu'il encourt, et notamment grâce à notre regard extérieur. Et vraisemblablement, c'est lui qui mettra en œuvre les actions identifiées. Le diagnostic peut aussi concerner plus largement les tiers de l'entreprise, notamment en véhiculant une image positive de la société, comme la marque employeur par exemple, et en portant les valeurs de la fonction RH grâce à la volonté d'amélioration continue. Le diagnostic va permettre, dans le cadre de la compliance RH, de donner des valeurs probantes lors de l'audit d'un commissariat aux comptes, par exemple, ou pour l'obtention d'un financement. Et d'ailleurs, on réfléchit à la mise en place d'un label RH pour avoir une valeur encore plus probante. Donc maintenant qu'on a vu dans quelles conditions et à qui s'adresse ce diagnostic, Philippe, je te laisse nous dire en quoi il permet l'optimisation de la performance. Oui, alors quand tu parlais de valeur, justement, ce diagnostic, c'est un levier incontournable d'évolution. Je veux bien d'ailleurs, Delphine, que tu passes au slide suivant, parce que dans le fond, le dirigeant, il va toujours se poser la question, quelque part, à quoi sert ma fonction RH finalement, c'est quoi mon retour sur investissement. Et donc, ce diagnostic, il peut objectiver les choses pour comprendre en final à quoi ça sert d'avoir des ressources humaines dans une entreprise. Donc, basiquement, cela identifie vos risques financiers, vos risques juridiques, vos risques sociaux, et puis derrière, c'est à vous de juger si vous continuez à prendre ces risques ou si effectivement vous essayez de les couvrir. Mais surtout, ça doit vous permettre de vous appuyer sur un baromètre RH pour étalonner vos pratiques RH et pour savoir si vous êtes bien ou pas en termes de pratiques RH. Donc, ça s'inscrit dans une vision globale de la stratégie RH que vous pouvez appréhender par tiroir. Donc, on a plutôt tendance dans une entreprise à optimiser la partie production de l'entreprise. Pour autant, il y a des forts enjeux dans la partie RH. Donc, le diag RH, il va s'inscrire dans une démarche d'optimisation et de sécurisation des RH. Donc là, quand vous mettez en place un diagnostic RH, vous allez avoir effectivement une phase d'analyse avec derrière un plan d'action. Vous pouvez mettre en œuvre un diagnostic d'administration du personnel. J'allais vous dire que vous pouvez gérer en interne. L'administration du personnel, en final, c'est le cycle du salarié qui va de l'embauche, de la vie du salarié jusqu'à potentiellement sa sortie. Et puis, vous avez un autre tiroir un peu plus classique qui est l'audit de paye pour savoir si effectivement aujourd'hui la paye est produite correctement en interne ou en externe. Particulièrement en ce moment, au regard des évolutions, c'est important de faire un focus et de prendre un peu de la hauteur sur ces pratiques. Et puis enfin, un diagnostic digital RH, c'est-à-dire l'architecture de vos systèmes d'information dans un contexte notamment de confinement où on voit bien que la culture papier commence à s'épuiser et il est nécessaire de passer à autre chose, quoi. Voilà. Donc une fois qu'on a appréhendé ces différentes phases, et si on fait le focus sur la partie diagnostic, Elisa, concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer, comment se passe le diagnostic? Oui, donc bien entendu, pour obtenir un résultat à la hauteur de vos attentes, on va y mettre les moyens. Donc on a mis en place une méthode structurée et c'est une équipe de consultants spécialisés qui va venir vous rencontrer et dont je fais moi-même partie. Donc on a déterminé 5 étapes, mais préalablement, on va organiser notre mission conjointement avec vous en vous transmettant une liste de documents à préparer de votre côté. C'est d'ailleurs l'occasion de numériser des documents plus anciens et d'organiser leur stockage. Et on va également fixer le calendrier de nos interventions. Donc tout le process se déroule sur à peu près 2 à 3 jours.
Donc la première phase, on vient vous rencontrer sur une journée et c'est l'occasion de visiter l'entreprise, de découvrir votre activité et de comprendre votre organisation. C'est également donc la phase d'interview où on va rencontrer les personnes concernées par la gestion des ressources humaines et plus l'entreprise est grande, plus on va pouvoir identifier d'interlocuteurs. Les interlocuteurs donc, vont être le DRH, le gestionnaire de paye éventuellement si la paye est réalisée en interne. Et pour des interviews plus courtes, on va faire appel par exemple au responsable informatique pour ce qui relève de la sécurisation des données personnelles ou encore du responsable du bâtiment ou du responsable QHSE pour ce qui va toucher à la santé et à la sécurité des collaborateurs. Et donc, il va être nécessaire de prévoir la disponibilité de ces différents collaborateurs. À la suite de cette journée, nos consultants RH donc, retournent au bureau ou chez eux en ce moment et analysent les interviews et les documents que vous nous avez transmis et préparent la restitution. Il faut compter 1 à 2 journées pour cette phase. Enfin, on vous présente notre rapport et le plan d'action déterminé lors d'une restitution. Il peut être judicieux à l'issue de ces phases de réengager un diagnostic à 1 an pour voir où on en est. Et donc, pour réaliser concrètement ce diagnostic, nous utilisons un outil d'audit dont je vais vous présenter quelques captures d'écran. Alors vas-y, présente-nous les domaines audités. Donc oui, les domaines audités, concrètement, on vous a mis la liste à l'écran. Donc, on va parler de santé et de sécurité, on va parler de gestion quotidienne, de politique de rémunération. Pour les plus grosses sociétés, on va parler de base de données économiques. Et bien entendu, ces domaines peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques. L'outil n'est pas spécialisé dans un secteur d'activité en particulier, c'est un outil qu'on utilise dans tout type d'activité. Et après, ce sont nos consultants, grâce à leur expérience et à leurs connaissances, qui vont savoir détecter des spécificités liées à vos métiers. Concrètement, Elisa, je ne suis pas obligé de tout prendre, je peux choisir les différents items. Exactement. Ok. Cet outil, donc, il se compose de questions, d'où les interviews dont je vous parlais. Pour vous donner un ordre d'idée, une entreprise d'une centaine de salariés, on peut atteindre 500 questions. Le réglementaire va représenter à peu près 70% de l'analyse et le reste va relever de la performance RH, des opportunités à saisir. Donc, il est adapté au seuil d'effectifs. Les questions qu'on va vous poser sont uniquement celles qui concernent votre entreprise en fonction de votre effectif. Et on répond à une grande partie des questions lors des interviews. Et le reste, on va l'analyser avec les documents. Et la visite du site aussi nous aide à terminer notre analyse. Vous le voyez à l'écran, il s'agit d'un système binaire. On va répondre par oui ou par non à chaque question, tout simplement parce que c'est difficile de faire entre deux avec la législation. Et nos réponses vont permettre de chiffrer les risques maximum. Il n'y a pas d'interprétation d'un juge, il n'y a pas de nuance à ce niveau-là. Ce sont nos commentaires que l'on va porter sur le rapport qui viendront apporter ces nuances et vous aider aussi à relativiser les résultats. Ok. Une fois que le diagnostic il est fait, comment se passe la restitution, Elisa? Donc la restitution se fait plutôt en ce moment en visio, mais c'est préférable quand même de le faire en physique, c'est quand même plus agréable et il faut compter à peu près 2 heures de rendez-vous. Pour cette restitution, les participants vont plutôt être le dirigeant, le responsable RH, éventuellement le directeur financier, sont plutôt les personnes qui vont être à même de prendre les décisions qui vont bien et on évite de convier les collaborateurs RH directs, tout simplement pour les préserver. C'est vrai que le diagnostic, on peut avoir le sentiment qu'on évalue leur travail. Donc, il ne faudrait pas qu'ils se sentent lésés par cette analyse. Ou jugés. Ou jugés, exactement. Philippe, je te laisse nous présenter du coup les documents qu'on remet aux clients. Oui, alors, ça c'est un peu ma partie préférée, les livrables, puisque je trouve que le livrable, notamment pour le dirigeant, il est extrêmement pédagogique. C'est très visuel et ça permet d'identifier tout de suite les risques. Donc,
Vous avez une restitution avec 3 livrables. Donc le rapport complet, ce qu'on appelle le rapport d'intervention, dont on vous a fait une schématisation, hein. Bien évidemment, il est beaucoup plus complet que... Une trentaine de pages à peu près. Voilà, tu disais une trentaine de pages, c'est ça? Ouais. Voilà. Ensuite, vous avez un plan d'action. Et puis, ce qui est important aussi, c'est le référentiel des questions-réponses, puisque il y a certains scorings qui peuvent vous surprendre et ça permet d'analyser finalement en ayant les réponses en perspective. Et donc, l'idée, c'est effectivement d'avoir cette analyse tout de suite, sachant que on est dans des risques. La cotation, elle est maximale, hein. Alors, notamment, vous voyez le risque de prison. Là, ça tombe bien, comme tu le disais, Elisa, comme tu le faisais remarquer. C'est ça. On n'a pas mis de risque de prison là pour notre exemple. Voilà. Pour autant, ça permet, notamment pour certains DRH qui ont du mal à faire ressentir aux dirigeants finalement sa responsabilité, pardon, ça le permet de le sensibiliser véritablement pour qu'il soit conscient des enjeux. Voilà. Et puis, le point important pour la fonction RH, c'est aussi de prendre du recul. C'est-à-dire qu'un dirigeant qui va être un peu stressé, il faut qu'il l'analyse, je ne vais pas dire avec de la légèreté, mais il faut qu'il se dise, OK, c'est vraiment les risques maximum qui plus est, qui sont cumulatifs. Donc, il faut le voir plus comme une prise de conscience que comme une réelle sanction. Ouais, les risques, ils sont calculés en fonction donc de l'effectif qu'on renseigne et également du salaire moyen qu'on va renseigner. Tout à fait. Sur la partie plan d'action, là vous avez effectivement différentes colonnes, notamment avec le chiffrage des risques, les risques juridiques avec des petits icônes. Peut-être que tu peux en décrire quelques-uns, Elisa? Oui, sur donc les risques qui vont être identifiés, donc on va avoir des petits pictogrammes correspondants, on va avoir des pertes d'exonération sociale et fiscale, des requalifications en CDI temps plein, des rappels de salaire sur 3 ans, des redressements URSSAF et sur le volet opportunité et donc performance RH, on va plutôt chercher des leviers économiques, des leviers de motivation et de bien-être du collaborateur. Et puis, vous avez un code couleur rouge, orange et gris qui indique la priorisation des actions à mener. Effectivement, l'intérêt, c'est de mettre en œuvre toute la partie urgente. Alors, soit vous le mettez en œuvre par vous-même, soit vous faites appel à nos services. Et puis, il y a des choses qui sont un peu moins importantes. Là, vous pouvez les placer un petit peu plus tard dans votre plan d'action. Elisa, sur l'après-diag, comment ça se passe? L'après-diag, effectivement, c'est d'abord la mise en place des actions, parce que c'est pas le tout d'avoir identifié les risques, mais le but, c'est quand même de se remettre d'équerre. Donc, il faut agir maintenant. Et donc, comme le disait Philippe, hein, pour mettre en place les actions décelées, chercher en interne vos ressources et vos compétences. Et sinon, bien entendu, on se fera un plaisir de vous accompagner dans ces mises à niveau, ou nos partenaires éventuellement. On encourage... Pardon. Dis-moi. Vas-y, Elisa. On encourage les entreprises à installer une récurrence dans cette démarche de diagnostic. Donc, ça peut être en autonomie ou à nouveau faire appel à nos services. Et, par exemple, on trouve souvent utile de refaire un point à 1 an. C'est le moment de vérifier si ce qui était bien fait l'est toujours. On a parfois des surprises et surtout que les manquements constatés il y a 1 an sont résorbés ou en voie de l'être, que c'est toujours à l'étude ou à l'ordre du jour, et de se fixer de nouveaux objectifs. Donc voilà pour ce qui était de la présentation de ce qu'on vous propose comme mission. Et Philippe, je te laisse amorcer notre conclusion. Alors, sur la conclusion, concrètement, l'objectif, c'est de gagner du temps, d'objectiver votre approche, d'accélérer vos mutations. Et particulièrement en ce moment, il ne faut pas être en position défensive, il faut agir parce que la reprise, elle arrivera tôt ou tard, il faudra être prêt. Donc le point important, c'est que vous soyez conscient des phases par lesquelles vous et vos équipes vous allez passer pendant ce diagnostic et après,
et on vous a fait une petite analyse que Elisa va vous commenter. Voilà ce que nous, on vit quand on accompagne nos entreprises dans ce diagnostic. C'est ça. Lors des restitutions, on constate souvent les mêmes réactions. Donc d'abord, je suis obligée de vous le dire, il y a une petite phase de dépit, plus ou moins courte, mais c'est bien là. Et c'est le moment où vous allez constater l'ampleur de la tâche. Cette phase, elle passe quand même relativement vite, elle est facilement acceptée et on vous aide aussi à relativiser les résultats et à affiner le plan d'action en vous l'appropriant. Puis vient le moment pour les équipes de se mettre en ordre de marche et de leur communiquer aussi les bonnes pratiques que l'on a pu identifier et les pratiques à adopter dorénavant. Donc voilà pour ce qui était de la présentation de notre diagnostic. Je vais redonner la parole à Delphine et vous avez peut-être des questions. Donc merci Elisa, merci Philippe pour toutes ces informations. Alors, pour l'instant, pas de questions particulières de la part de nos participants. Moi, j'en ai une éventuellement, notamment sur la démonstration. Est-ce que il y a éventuellement des démonstrations personnalisées possibles? Bah oui, tout à fait. Hein. On peut organiser des rencontres avec nos clients. On le fait fréquemment pour vous présenter l'outil en direct. Ce qui est compliqué dans un webinaire, ce qui est compliqué à faire dans un webinaire. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à les formuler à travers le chat. On aura plaisir à y répondre. Voilà. Moi, j'avais une autre question, Elisa. Tout à l'heure, on a parlé de création notamment. La création, est-ce que l'outil, là, il peut servir dans le cadre d'une création pour ne rien oublier lors de la première embauche? Ouais, exactement. La première embauche, c'est la pire. C'est là où tout tombe sur la tête du chef d'entreprise. Il y a toute une démarche sociale à engager. Et effectivement, ça permet d'être exhaustif et de savoir ce qui est urgent à faire et ce qui peut attendre un petit peu aussi. Ok. Et quelquefois, dis-moi, Elisa, par exemple, tu parlais tout à l'heure dans la restitution des résultats et du fait que les collaborateurs RH n'étaient pas forcément conviés dans un premier temps. Est-ce que si un DRH, par exemple, a peur des résultats de la restitution, il y a possibilité de faire ça en plusieurs temps? Ah bah oui, nous on s'adapte aux besoins des clients. On peut faire ce qui se pratique habituellement, c'est une restitution avec donc le DRH par exemple, et lui redescend les informations un peu filtrées à ses équipes. Ou plutôt l'inverse, on peut avoir donc une restitution toujours avec le DRH et une restitution plus légère avec le dirigeant. Comme ça, le DRH a déjà eu connaissance du plan d'action et peut se mettre en ordre de marche avant la restitution avec son dirigeant. D'accord. C'est clair qu'il y a des susceptibilités parfois à gérer, parce qu'on le disait tout à l'heure, hein, c'est très binaire, c'est très contrôle technique. Il faut être Même prudent si avec on commente, même si on l'arrondit, parfois certains collaborateurs peuvent vivre le diagnostic comme un vote sanction, ce qui doit absolument pas être le cas. Non, faut bien détacher ça. On contrôle ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. On fait table rase du passé pour avancer. Ok. J'ai une question notamment d'un de nos participants. Y a-t-il un nombre idéal de salariés pour pouvoir mettre en place ce diagnostic au sein de l'entreprise? Pas tellement. Nous, on l'adapte de toute façon à la structure de l'entreprise. Moins il y a de salariés, plus le diagnostic va être court. Mais non, j'ai fait des diagnostics dans des sociétés de moins de 10 comme dans plus de 400. Voilà. Et il n'y a pas de prérequis particulier? J'ai pas entendu, Delphine. Il n'y a pas de prérequis particulier pour la mise en place du diagnostic? Aucun. La volonté de mieux faire. Oui, c'est ce que j'allais dire justement. Faut pas se dire que dans une entreprise importante et structurée, les pratiques sont forcément meilleures. C'est pas forcément vrai. Ça permet aussi pour certains dirigeants de petites structures de se confirmer que les pratiques elles sont pas si mauvaises et qu'ils n'ont rien à envier à des grosses structures. On va garder la confidentialité, mais on peut vous assurer qu'on a été très surpris sur des structures
vraiment importante du fait, et on le citait tout à l'heure, quelque part d'une dégradation des pratiques. Donc, c'est pour ça qu'on insiste sur la partie récurrence, parce que on n'est jamais à l'abri d'une dégradation des pratiques, et ça, il faut en être conscient. Ok. J'ai une autre question sur les thématiques clés sur lesquelles on pourra intervenir lors du plan d'action à l'issue du diagnostic. Alors, nous, Baker Trego, on va pouvoir faire tout ce qui va toucher à la gestion quotidienne RH. Ça peut être de l'entretien professionnel, de la mise à jour d'affichage obligatoire, du contrôle d'activité partielle, des éléments comme ça. Après, on a Horatio, notre partenaire, c'est la petite sœur de Strego, partenaire juridique, qui va pouvoir mettre en place des aménagements de temps de travail. Euh, Philippe, si tu as d'autres idées sur le sujet. Bah, aménagement du temps de travail, analyse de certaines problématiques, notamment sur des contrats qui seraient pas à jour. Contrôle, tout à fait. Cadre, j'ai envie de dire, on a l'embarras du choix sur l'émission potentielle de la partie de ratio. Ensuite, on a Embello sur toute la partie prévoyance mutuelle, rémunération du dirigeant, et la partie capital compétences sur la partie formation, parcours d'intégration. Oui, puis on sait s'entourer encore bien d'autres partenaires beaucoup plus larges, comme la gestion des temps et des activités. On peut avoir tout ce qui est santé, sécurité. Et je pense aussi à la base de données économiques, qui est un gros morceau quand on atteint 50 salariés. Donc voilà. Et où on peut le dire aussi, on a des manquements. Tu l'as dit sur la BDES, c'est assez classique malgré tout. Et puis sur les entretiens annuels, où Ouais, paradoxalement, on voit que malgré l'obligation, c'est pas encore mis en œuvre. tout à fait. Je me permets, Delphine, il y avait une question là sur le coût du Oui. diagnostic pour une PME. Donc effectivement, tout dépend de la taille de la PME, de l'effectif, hein. Elisa le disait tout à l'heure, des items que vous allez souhaiter aborder. On peut dire qu'on est plutôt sur une base de 2500 euros euh, sur un diagnostic, sachant derrière, tout dépend comment on s'inscrit dans le long terme. Donc voilà. Donc sur cet aspect-là, n'hésitez pas à contacter Elisa pour que elle aille plus loin avec vous dans la démarche et qu'on puisse vous faire une proposition. Nous, on a toujours une phase d'analyse du besoin qui va nous permettre de faire une proposition en adéquation avec vos besoins. On n'ira jamais au-delà de ce que vous avez besoin de faire. Ok. On a une dernière question, notamment sur les sujets les plus demandés par les entreprises. Globalement, on voit très peu d'entreprises qui nous demandent de choisir les thèmes. Quand on leur présente, on fait ce qu'on appelle du full diag. On le fait, c'est l'expression de Philippe, je sais que ça le fait sourire. Mm. On le fait en complet quasiment systématiquement, mais je vous dis, on n'est pas fermé. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'à partir du moment où vous êtes dans une démarche de diagnostic, très rapidement, le DRH ou la fonction RH, ou le dirigeant dit non, mais tant qu'à faire, allez hop, on C'est ça, balaye c'est le les moment, on se pose. aspects, voilà, parce que effectivement, j'ai envie de dire, c'est comme quand on fait une psychothérapie, il faut pas s'arrêter au milieu de l'engagement, il faut aller jusqu'au bout, et c'est tout l'intérêt de mettre tous les aspects en perspective. J'ai une autre question relative au coût également. Est-ce qu'on peut éventuellement avoir une prise en charge par un organisme de formation ou même Alors, un je pense que la question c'était plutôt par un OPCO, OPCO, je pense, oui, en effet. je pense. Alors, effectivement, suivant les OPCO, il peut y avoir une prise en charge, ça dépend comment c'est présenté. Alors là aussi, tout à l'heure, on vous a parlé de Capital Compétences, hein, qui est le spécialiste de la formation et du financement de la formation. Donc, l'entreprise, si elle en fait la demande auprès de son OPCO, et suivant, je précise bien, suivant les OPCO, il peut y avoir l'opportunité d'une prise en charge de ce diagnostic. Exactement, ça vaut le coup systématiquement d'engager la réflexion auprès de l'OPCO. Ouais.
D'accord. Une autre question. À l'issue du diagnostic, est-ce que vous avez remarqué au cours des différents diagnostics que vous avez pu faire s'il fallait installer des parcours de formation suite, suite aux éléments que vous auriez récupérés lors du diagnostic? Sur les équipes RH, le Ouais. parcours de formation? Sur les équipes en D'une manière général, je pense. J'ai pas constaté forcément ça dans mes diagnostics. Je réfléchis. Alors, je dirais, Elisa, par contre, on voit plus comment dire, des trous dans les compétences. Oui, c'est des mises à niveau, c'est ce que j'allais dire. Ça va pas être des formations, ça va être de la remise à niveau sur de l'actualité qui est passée à la trappe. Ouais. Ou des aspects notamment liés à la sécurité, où à un moment, l'entreprise va se dire, mince, mais on a un trou dans la raquette, mais qui s'en charge chez nous? Et c'est vrai que c'est là où la question peut se poser de qu'est-ce qu'on traite en interne, qu'est-ce qu'on externalise, et sur l'externalisation, c'est souvent du fait soit d'un déficit de compétences, soit une difficulté à maintenir la compétence. Parce que ça Mm. aussi, c'est une réalité. Je vous garantis qu'aujourd'hui, même dans des structures importantes, c'est très très compliqué d'être à jour, comme tu le disais, sur tout l'aspect réglementaire et juridique. Et on s'attache aussi, lors de nos diagnostics, à engager une réflexion sur les compétences clés dans l'entreprise. On s'aperçoit souvent que certaines compétences sont détenues par une seule personne et c'est important de les identifier pour pouvoir pallier les manquements en cas de départ du salarié ou d'arrêt subi, etc. Ok. Du coup, est-ce que l'on propose des outils à l'issue du diagnostic? Bah, tout va dépendre de la suite que vous souhaitez nous confier. Sur certaines missions, on a des outils, d'autres c'est individualisé, Alors, c'est très large. ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, on peut avoir, entre guillemets, trois scénarios. Soit des entreprises qui se rendent compte que il est temps d'avoir un SIRH parce que, notamment sur les éléments de preuve, toute la documentaire, le papier a largement ses limites. Donc Elisa vous a signalé tout à l'heure que c'était aussi l'occasion de se créer toute une bibliothèque digitalisée. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est l'entreprise qui a déjà un SIRH et qui se dit, oulala, en finale, je l'utilise peut-être pas bien et Vous exploitez souvent, ouais. il faut que je le développe. Et le troisième aspect, c'est l'entreprise qui a plutôt des bonnes pratiques et qui réajuste simplement ou qui va se dire, ok, ce diagnostic me permet de définir les prochains lots de développement sur mon SIRH. Et c'est clair qu'aujourd'hui, pour répondre à ta question, Delphine, on a un certain nombre d'outils en interne et par le biais de nos partenaires éditeurs SIRH ou gestion des temps auxquels on peut faire appel. On le voit bien, notamment sur la BDES, très clairement, je pense que quasiment l'ensemble des entreprises qu'on a pu auditer avaient ce point noir de la gestion de la BDES parce que effectivement aujourd'hui en grande majorité c'est de l'Excel dans le meilleur des cas et donc là on voit bien qu'il y a un besoin d'outillage. Ok. Je pense qu'on a fait le tour des questions de nos participants. Merci à vous deux pour ces réponses. Ce que je vous propose, c'est de nous rejoindre le 17 décembre prochain pour notre prochain webinaire sur l'externalisation de la paye, ou de revoir éventuellement ceux qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Et si vous avez des besoins d'informations complémentaires, voilà, vous avez, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse mail qui est indiquée là sur ce slide, conseilrh@bakertillystrego.com. Voilà, merci à tous pour votre participation. Merci Lisa, merci Philippe. À très Merci. bientôt. À bientôt.